Tag miteinander. Herzlich willkommen zum heutigen Schwammstadt-Webinar. Bonjour à Et tout toutes le et à monde tous. et bienvenue à ce Bienvenue webinaire à ce Ville Éponge, webinaire Ville le Éponge. premier de cet automne. Tout Wer d'abord, möchte je bereits souhaite vous durchgeben, communiquer welche quelques weiteren dates Anlässe aus dem importantes à Netzwerk retenir, Schwammstadt d'autres événements du des réseau VSA? Und zwar Ville Éponge ou einerseits du VSA. die Tout VSA d'abord, Wassertage, diese finden les ausschließlich journées auf pic de Deutsch l'eau statt. qui Sie auront werden zum lieu en zweiten Mal allemand dieses Jahr zum uniquement. C'est Thema la Vision deuxième Schwammstadt fois verstehen cette wir année. durchgeführt. Vision Ville Sie finden Éponge, am où en 5. November in sommes-nous? Emmetten statt Cet événement und aura ab lieu le dem 5 et 6 2. novembre Dezember à zur Emmetten. Zeit und Il y a Uhrzeit encore des des places libres, donc si Synchronsusi cela vous am intéresse, si vous Webinars souhaitez mit dem Thema approfondir Wasser la diskutiert. thématique, vous êtes cordialement invité à y Dann ebenfalls participer. im November, aber Ende Ensuite, November, également au findet mois de die novembre, fin novembre, Vorstellung oder die la Einführungstage journée zur d'introduction au nouveau guide Hochleitungsrichtlinie PGE et à la zur directive évaluation Siedlungsentwässerung hydraulique dans statt. Das l'évacuation sind des eaux zwei urbaines. maßgebende neue Ce Publikationen sont des deux VSA, die nouvelles auch das Thema publications Schwammstadt und pertinentes du Wasserhauswasser, VSA. vor allem auch Gestion Oberflächenabfluss, des eaux, ruissellement aufgreifen. de Diese surface, Webinars ville fanden éponge. zweisprachig Cette statt journée und waren d'introduction zu Beginn aura im lieu en allemand et en Kursaal français avec traduction simultanée eine Anmeldung au Kursal weiterhin à möglich. Berne. N'hésitez pas à vous y Dann inscrire nombreux. organisiert die ZHW, Ensuite, la welche mich ZAAV, tatkräftig jeweils qui unterstützt me bei diesen soutient Webinaren, dans le cadre de ces im webinaires, März nächsten Jahres die International organise au mois Schwammstadt de Day mars de l'année veranstaltet. prochaine Für les mehr Informationen journées Ville über den Éponge QR-Code. internationales. Das Ganze findet Vous auf pouvez der scanner le code Schwamm-Campus QR werdet Sie pour avoir statt. davantage Von d'informations. Cet unserer événement aura Seite lieu au organisieren campus wir im à nächsten Wädenswil. August Et das au mois erste d'août de l'année prochaine, Schwammstadt-Forum. nous Das ist allons ein organiser le zweitägiges premier Forum, forum welches bei uns national stattfinden Ville wird, Éponge, un forum de 2 jours mit qui aura lieu à Übersetzung. Bienne en 2 langues Detailinfos findet ihr avec auf traduction unserer simultanée Homepage également. Vous und trouverez des informations den pertinentes sur wird notre site web Anfang nächsten Jahres et vous starten. pourrez Aber vous das steht inscrire halt das Datum dès le début de l'année noch prochaine, mais retenez déjà la date. und als Reservation für alle, ich werde Et am puis, Schluss dann auch nochmal je le zeigen, répéterai das encore une fois nächste tout Webinar à l'heure, dann im November le prochain statt am webinaire 11.11. aura lieu le 11 novembre Fasnachtsanfang 2025, sozusagen, und début zwar du im carnaval en quelque Schwarzwaldkirche sorte, et ce sera Luzern. donc un retour d'expérience de la So ville de viel Lucerne. einführungsmäßig von meiner Voilà en Seite. ce qui concerne mon Und nun möchte introduction. ich das Et Wort an maintenant, Stefan übergeben, je der cède das la Webinar parole für à Montage und Stefan diesen Stefanovic, Foren einführen wird. qui Danke, présentera Stefan. les orateurs et oratrices de cet Genau, herzlich après-midi. willkommen auch von meiner Seite Merci, her. Ich Sylvia. freue mich sehr auf das Bonjour et heutige bienvenue à Webinar, toutes et à tous. Je me réjouis das de ist ce auch ein webinaire de cet Thema von der après-midi Schwammstadt qui ist. Einer traite unserer de la ville Forschungsschwerpunkte. éponge, Ich komme gerade évidemment, aus China l'un zurück de und nos habe domaines de dort recherche. Et d'ailleurs, gesehen, je dass reviens ein de sehr Chine, großes justement. Thema, welche Beläge verwendet man wo, in On se welchen demande Feldern, in welcher toujours Form. quel revêtement, à quel Und endroit et sous quelle die forme Forschungsgruppe est approprié. Pflanzenverwendung, wo ich und Et le alle groupe de recherche Tätigsten sind, utilisation wir des messen plantes dont je jeweils am fais partie, Dreiecksparkplatz nous mesurons einige sur le parking triangulaire à Simulationen, wo wir Zurich-Oerlikon dann différentes schauen, wie die combinaisons de Witterfähigkeit ist, revêtements. Hitzeentwicklung und Nous so weiter. analysons la Wir haben schon perméabilité, le développement de la letztes chaleur, Jahr etc., im etc. Juni Et déjà habe l'année ich dernière, au ein mois de erstes Webinar juillet, dazu si je ne me gehalten, trompe pas, was die ersten nous Ergebnisse avons waren déjà von organisé un einem webinaire sur les premiers Ergebnissen und résultats jetzt haben wir après nun des die mesures zweite d'une Phase année. gemacht und Maintenant, nous werden dann sommes dans sehen, la wie deuxième hat sich das phase Ganze über die Zeit entwickelt. et nous allons voir quelle est Und l'évolution die dans le Ergebnisse temps. wird Et werden les dann résultats präsentiert von Alain de cette Bertschi. Er analyse ist vous aktuell seront in der Forschungsgruppe, présentés par Alain Bertschy, qui est forscht également membre ebenfalls du an groupe de recherche. Standardkräften, Il Standformen, fait des recherches Substraten, dans le hat cadre de dort die substrat, de Projektleitung projet de ville und d'éponge. wir Il est haben responsable de projet die, et die Präsentation aufgezeichnet, nous hier avons in Kürze abspielen werden. enregistré cette présentation Und im Anschluss gibt es dann et Diskussion, suite à la eine Runde, wo ihr présentation, dann eure Fragen vous stellen könnt. pourrez Also poser Fragen vos entweder im questions, Chat oder ihr könnt die soit Fragen im Chat directement stellen dans und le wir chat. würden dann entsprechend die Enfin, Fragen dann posez am vos Ende questions directement dans in le der chat, s'il Session vous plaît, et beantworten. ensuite, à la fin de chaque session de présentation, nous y répondrons. Würden wir anfangen mit dem ersten Voilà, nous nous Diapositiv. lançons donc avec cette première Ja, herzlich présentation. willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie zu meinem Bonjour, je vous Kurzvortrag souhaite zum également la Dreiecksparkplatz in bienvenue à ma brève Zürich-Oerlikon. présentation sur le parking Diejenigen, die triangulaire à letztes Jahr schon Zurich-Oerlikon. dabei waren, Pour werden sich vielleicht celles et daran ceux erinnern, qui ont früher déjà hat participé das l'année Stadtrat dernière se souviennent Stutz peut-être. vom À l'époque, Landschaftsarchitekten c'est Daya Stutz du S2L bureau vorgestellt. d'architectes Wir haben paysagistes damals die S2L ersten qui avait Ergebnisse présenté le präsentiert. projet et nous avions Heute exposé stellen les wir diesen premiers Bericht résultats. nicht mehr ganz
Aujourd'hui, nous ne présenterons plus le projet de manière aussi détaillée, nous allons plutôt passer directement aux résultats de la recherche. Encore un petit rappel, le Bureau d'architecture paysagère S2L a développé la surface en collaboration avec le service des ponts et chaussées de Zurich, puis le projet a été mis en œuvre en 2023. Au total, 84 revêtements ont été créés avec différentes surfaces, différents remplissages de joints, différents substrats ainsi que différentes couches de fondation. Au total, nous avons donc 72 variantes de revêtements complètement différentes. En 2024-2025, la surface a été agrandie, complétée par 23 revêtements supplémentaires qui diffèrent également par leur surface, leur remplissage de joints, leur substrat et qui présentent également différentes couches de fondation. Au total, nous avons donc ici 12 revêtements supplémentaires, ce qui nous donne désormais un total de 84 combinaisons de revêtements différentes sur l'ensemble du parking. La ZAAV a été mandatée par le service des ponts et chaussées de Zurich pour effectuer le suivi scientifique entre 2023 et 2027. Cela signifie que nous réalisons ici des images thermographiques, c'est-à-dire nous observons comment les revêtements se réchauffent pendant la journée et comment la chaleur est dissipée pendant la nuit. Nous mesurons la capacité d'infiltration de tous ces revêtements et nous évaluons également les revêtements végétalisés ainsi que l'état de vitalité de la végétation. Les images thermographiques prises l'après-midi montrent clairement quels revêtements se réchauffent le moins. Ce sont en effet les revêtements les plus sombres ici, avec les couleurs les plus sombres, tandis que les revêtements qui chauffent le plus sont indiqués ici par des couleurs claires. Si vous regardez en bas à droite, vous voyez des revêtements tachetés qui chauffent moins. Il s'agit là de gazon de gravier concassé, où la végétation est également un peu plus haute. D'autres revêtements végétalisés sont également représentés en couleur sombre. Il s'agit là de revêtements qui ont atteint un taux de couverture suffisant. Il est intéressant de noter que le pavage en pierre naturelle de granit fait partie des meilleurs revêtements, c'est-à-dire fait partie de ceux qui chauffent le moins. Le goubert, en revanche, chauffe un peu plus que le granit. Il est également intéressant, enfin on le voit très clairement ici, quels sont les revêtements qui chauffent le plus. C'est le cas par exemple de l'asphalte flic qui encadre les revêtements ou les variantes de revêtements. Il chauffe plus que l'asphalte existant. Et tout en haut, on voit clairement à quel point un asphalte drainant peut chauffer. Il fait partie ici des revêtements les plus chauds. Si l'on regarde à nouveau en dessous, on trouve un pavage en granit naturel qui chauffe nettement moins. Le classement ici montre que le granit naturel se positionne dans les premières places. Mais les revêtements végétalisés également, en particulier les grilles gazon, se trouvent également dans les premières places. Ce sont aussi les revêtements qui présentent la plus grande proportion de joints. On constate que les dalles en béton foncé chauffent davantage que les dalles en béton clair et que les revêtements végétalisés qui ne remplissent pas leur fonction, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas végétalisés, chauffent le plus. Ici, ce sont les revêtements avec le substrat de remplissage de Forster qui chauffent presque autant que l'asphalte clair. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit d'un substrat minéral très foncé qui chauffe fortement, évidemment. Et la combinaison avec le béton n'améliore en rien la situation. Les relevés démographiques effectués pendant la nuit montrent en effet une image similaire. Les revêtements végétalisés à taux de couverture élevé se refroidissent plus rapidement que ceux à faible taux de couverture. On voit également très bien que la pierre naturelle en granit se refroidit relativement rapidement et que le goubert, par exemple, peut stocker la chaleur plus longtemps.
Il est très intéressant de noter que l'asphalte flic, ici en couleur sombre, se refroidit plus rapidement que l'asphalte clair, bien qu'il chauffe davantage pendant la journée. Ces valeurs, nous n'avons pas encore pu les évaluer. Il faudrait donc encore examiner cela de plus près pour comprendre pourquoi cela se produit. Les enregistrements nocturnes montrent une image quelque peu différente. Les revêtements végétalisés ont en principe une longueur d'avance. Ils occupent les premières places du classement, mais on constate également que la pierre naturelle, le granit, refroidit relativement rapidement. En revanche, les revêtements foncés, comme le Fixsteingarant, ne refroidissent pas aussi rapidement et les autres pavés en béton se trouvent plutôt en queue de classement également. On constate également que les revêtements végétalisés qui n'ont pas encore atteint un taux de couverture suffisant se refroidissent néanmoins plus rapidement car le substrat ne peut tout simplement pas stocker la chaleur aussi longtemps. Pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore la procédure, les mesures d'infiltration se font sous forme de tests rapides, c'est-à-dire nous ne pouvons pas calculer le coefficient de perméabilité, la valeur KF, mais cela nous donne une bonne estimation approximative de la capacité d'infiltration des différents revêtements. En principe, nous utilisons des anneaux en acier qui sont scellés au fond avec de l'argile ordinaire. Ensuite, nous remplissons les anneaux individuels avec de l'eau et nous chronométrons le temps nécessaire pour que le revêtement infiltre ou absorbe l'eau. En haut, au milieu, on le voit très clairement. On voit comment l'eau est versée et comment le temps est chronométré. Il existe des revêtements qui absorbent relativement mal l'eau, comme ici le gazon de gravier très compacté. Certains revêtements permettent une bonne infiltration de l'eau, mais il existe aussi des revêtements dont le matériau de jointement est peu stable. On voit alors que l'eau ou le matériel de joint peut s'éroder en surface. On voit également sur cette photo à droite que d'autres revêtements sont régulièrement sujets au lessivage. Vous voyez donc ici la décoloration le long du revêtement. Ce sont donc des indicateurs qui peuvent également influencer les différents revêtements ou leur capacité d'infiltration. Il s'agit d'un laboratoire extérieur et ce sont donc des conditions réelles telles qu'elles peuvent se produire partout en ville. Lors des mesures d'infiltration, nous avons obtenu des écarts types parfois très importants, c'est-à-dire que nous avons parfois des valeurs aberrantes dans les mesures, ce qui rend difficile la présentation de résultats précis. Il faut donc toujours les considérer avec une certaine prudence, mais nous pouvons néanmoins mettre en évidence certaines tendances. Il est clair que les matériaux de joint sans fraction fine ont naturellement de meilleures performances d'infiltration que les matériaux de joint avec de nombreuses fractions fines. Mais cela signifie également que la rétention des polluants n'est alors pas aussi importante. Un espacement plus important entre les joints a également un effet positif sur les performances d'infiltration. Cela se voit également au niveau des revêtements végétalisés. Ceux qui ont une grande proportion de joints peuvent également laisser s'infiltrer davantage d'eau. Un substrat minéral sans fraction fine présente également de meilleures performances d'infiltration qu'un substrat très fin et les revêtements doivent également être protégés contre la compaction, comme par exemple les gazons de gravier concassés. Si les revêtements végétalisés ont un taux de couverture élevé, le type de substrat utilisé n'a pas beaucoup d'importance. Les performances d'infiltration s'équilibrent plutôt bien. En ce qui concerne le taux de couverture des revêtements végétalisés, nous avons obtenu le meilleur résultat avec la grille gazon quadro, qui a donné les meilleurs résultats avec le substrat de remplissage Ricoter. On constate ici que la proportion de joints a une grande influence. La grille gazon quadro a une proportion de joints de 48%, la grison de 37%, le liner pour pelouse de 26% et le joint de pelouse de 20%. Ainsi, plus la proportion de joints est faible, moins la végétation peut s'établir dans cette zone. On constate que le substrat de remplissage joue un rôle essentiel. En bas à gauche, on voit le substrat de remplissage de Forster.
qui n'a pas réussi à obtenir un taux de couverture suffisant sur l'ensemble des revêtements. Au centre, le substrat de remplissage de la société Zinco, qui présente dans l'ensemble de bons taux de couverture, mais qui est parfois très clairsemé, notamment parce qu'il n'est pas stable sur le plan structurel. Et c'est avec le substrat de remplissage de Ricoter que nous avons obtenu les meilleurs résultats. Nous avons en effet obtenu un très bon taux de couverture sur toutes les surfaces. Puis, brièvement, l'état de vitalité selon les substrats. Nous avons ici le substrat Forster NAV. Comme je l'ai dit, il a obtenu un taux de couverture insuffisant en raison d'un échauffement très important, car il est composé de composants minéraux et qu'il est très foncé. Et malgré une végétation très clairsemée, on observe déjà ici les premiers signes de moussage. Il faut toutefois préciser que la formation de mousse se produit principalement aux endroits où il y a du béton. Cela signifie que le béton retient fortement l'humidité. Comme je l'ai dit, le substrat Zincohum de Zinco offre généralement un bon taux de couverture, mais il n'est que partiellement adapté en raison de la très forte érosion. Il s'érode sur d'autres surfaces de parking en raison de la grande légèreté des matériaux. D'ailleurs, le substrat Forster contient également des composants très légers qui ne sont pas toujours stables sur le plan structurel. Mais le Zincohum s'est avéré en effet ne pas être stable du tout sur le plan structurel et d'ailleurs de nombreux revêtements ont déjà dû être renouvelés. C'est avec le substrat pour grille gazon de Ricoter, très stable sur le plan structurel, que nous avons obtenu les meilleurs taux de couverture. Mais ici aussi, nous observons les premières tendances à l'envasement. On le voit peut-être aussi sur la photo, où la végétation est clairsemée et où la mousse commence déjà à apparaître. Voilà, c'était un aperçu rapide de nos résultats. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, j'ai ajouté ici le lien vers la documentation Surface pilote pour parking et trottoir de la ville de Zurich, compilée et préparée par le bureau S2L. Vous trouverez également notre rapport de recherche. Il s'agit du deuxième rapport intermédiaire de l'année 2024. Le rapport sur les résultats actuels est attendu pour cet hiver. Super. Wie ihr seht, das sind schon die ersten Erkenntnisse nach dem Très bien, merci. Donc, les premiers résultats après cette deuxième année de mesure. Nous poursuivrons ces projets encore à l'avenir et nous sommes curieux de découvrir l'évolution. Je ne vois pas encore de questions dans le chat actuellement. Donc, je vous donne quelques explications. Nous mesurons en fait sur des surfaces droites, horizontales, et la perméabilité de ces revêtements est donc analysée. Alain, est-ce que tu peux nous en dire plus de ton expérience, d'autres projets? Par exemple, si l'on se situe dans des pentes, comment procéder à la gestion de ces revêtements perméables? Oui, alors bon, ce ne sont pas que des surfaces plates. Nous avons quand même des pentes, des fois jusqu'à 3%, et une étude allemande a démontré que à partir de 2,5% de pente, on peut garantir uniquement 50% de la capacité d'infiltration. Donc, c'est en raison de la pente que la capacité d'infiltration diminue. Et à partir d'une pente de 5%, en fait, il n'est plus possible de procéder à un revêtement normal sans autre moyen d'infiltration. Mais évidemment, à l'extérieur, sur le terrain, ce n'est jamais une surface complètement plate. Mais il faut évidemment essayer d'éviter des pentes trop raides. Et comme tu l'as dit, cela se produit relativement souvent. Il y a certains matériaux de remplissage que tu recommanderais plus que d'autres, qui sont peut-être plus stables que d'autres
pour éviter le lessivage. Alors oui, en ce qui concerne les substrats de remplissage pour les surfaces végétalisées, si on a des matériaux trop légers, eh bien, il peut assez rapidement se produire une érosion, notamment sur le parking triangulaire. Les résultats sont parfois faussés parce qu'il y a justement une érosion sur d'autres surfaces. Mais en effet, des matériaux naturels, le gravier, c'est plus durable. Donc le gravier, c'est toujours le gravier concassé, non pas le gravier rond. Et donc il faudrait plutôt miser sur des substrats minéraux. Il nous faut les pores entre deux, il nous faut une certaine aération. Et si on a des structures plus grandes, eh bien les pores restent ouverts plus longtemps. Si on prend une granulométrie de 2,4 par exemple, souvent ces pores sont déjà ouverts plus longtemps qu'une granulométrie de 1,3. Donc on a vu sur des revêtements qui ont une granulométrie plus élevée, eh bien la perméabilité est meilleure. La capacité d'infiltration elle est meilleure comparée aux matériaux plus fins. Nous avons encore une question de Thies Brunken. Est-ce que le reflet de la lumière, de la chaleur et les conséquences sur le confort d'utilisation ont été évaluées? Réponse, alors nous avons procédé aux images thermographiques, donc nous avons vraiment analysé le réchauffement à la surface grâce à ces images et ensuite nous avons traduit cela en valeurs PET qui sont d'ailleurs indiquées aussi dans le document. Mais en fait, la différence n'est pas vraiment importante. Si on prend une température de surface nette, on a une différence de plus ou moins 19 degrés entre un asphalte et une grille gazon. Mais traduit en valeur PET, il ne s'agit en réalité que de 3 ou 4 degrés. Donc oui, il y a un effet de refroidissement, mais cette différence n'est pas aussi importante. Et le reflet de la lumière, ça, vous n'avez pas analysé. Non, parce que les surfaces sont trop petites. Il faudrait des surfaces plus grandes pour vraiment pouvoir observer un effet du reflet de la lumière. Très bien, merci. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, vous pouvez évidemment à tout moment contacter Alain si vous avez encore des questions ultérieurement. Nous n'avons pas énormément de temps aujourd'hui, donc je passerai la parole maintenant à Winterthur. Ça bouge beaucoup à Winterthur dans le domaine ville-éponge. Rahel Pfister est notamment responsable de ce genre de projet, ainsi que sa collègue Sophia Ritthammer, qui ont fait quelques expériences intéressantes. Il y a ce Living Lab, ce laboratoire qui a été mis en place, qui est parfois aussi un laboratoire interactif. Ce projet a été mis en œuvre cette année et je pense que Rahel et Sophia vous présentent maintenant la première partie de ce projet. Au nom de la ville de Winterthur, je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui et je tiens à vous remercier de nous donner l'occasion de vous présenter notre rapport d'expérience. Je m'appelle Rahel Pfister, je suis chef de projet au service des ponts et chaussées dans le département drainage de la ville de Winterthur et je suis notamment responsable du projet Ville-Éponge. Aujourd'hui, je fais cette présentation depuis Winterthur conjointement avec Sophia Ritthammer. Je vous présente aujourd'hui les premières expériences tirées de notre projet Smart City Ville-Éponge en action, ainsi que notre catalogue de mesures Ville-Éponge. Pour terminer, Sophia vous présentera notre projet pilote Giratoire éponge hors bulle. Cette année, nous avons obtenu un crédit d'innovation de Smart City Winterthur pour le projet intitulé Ville-Éponge en action.
Ce projet vise à sensibiliser la population au principe de la ville éponge et à la gestion de l'eau de pluie en tant que ressource précieuse pour l'adaptation au changement climatique. Dans le laboratoire d'innovation Grütze, nous étudions en collaboration avec la ZHAW l'effet et l'efficacité de différentes mesures de ville éponge. À cette fin, nous avons installé du gazon de gravier rond et du gazon de gravier concassé sur 18 surfaces d'essai, comprenant différentes structures, différents degrés de compactage et différents types de végétalisation. Les structures ont été développées en collaboration avec Stadtgrün Winterthur et la ZHAW. Les zones périphériques du site et 2 rondelles d'arbres découpées dans l'asphalte ont été végétalisées, tout comme une partie du toit du pavillon qui se trouve sur le terrain. Dans le laboratoire d'innovation, nous avons installé, en plus du panneau principal du projet, 5 panneaux d'information qui montrent aux visiteurs tout ce que nous étudions dans le laboratoire d'innovation. Les codes QR figurant sur les panneaux renvoient vers notre site web où l'on trouve des informations plus détaillées et les résultats de nos mesures. La première station concerne la capacité d'infiltration des revêtements. Fin juillet, la ZHAW a déterminé la capacité d'infiltration de tous les revêtements testés à l'aide de mesures d'infiltration. Les résultats des mesures sont disponibles sur notre site web. Je voudrais maintenant vous présenter brièvement les principales conclusions de ces mesures. Comme prévu, les gazons de gravier concassé sont plus perméables que les gazons de gravier rond. Cependant, la perméabilité n'est pas le seul critère de sélection pour une utilisation en ville. La carrossabilité, l'entretien ou l'esthétique sont d'autres points à prendre en compte. En termes de carrossabilité, les gazons de gravier concassé installés dans le laboratoire sont par exemple nettement moins performants que les gazons de gravier rond. Néanmoins, on peut affirmer que selon les résultats de mesure de la ZHAW, aucun gazon de gravier rond ne répond aux exigences en matière de perméabilité. Le type de végétation n'a jusqu'à présent montré aucune incidence sur la perméabilité. On aurait pu s'attendre à ce qu'une surface de parking plus végétalisée ait un meilleur taux d'infiltration grâce à l'enracinement. Cependant, cela n'a pu être ni confirmé ni infirmé lors de la première mesure. Cela est probablement dû au fait que la végétalisation n'a été réalisée qu'au début de l'année 2025 et qu'elle n'est donc pas encore suffisamment établie. Par conséquent, nous aimerions répéter les mesures l'année prochaine. Les résultats des mesures montrent que la méthode de compactage joue un rôle essentiel. Les mesures montrent que des types de surfaces identiques présentent des performances d'infiltration différentes. On constate que lors de la première mesure, le compactage avec un rouleau lourd présente des valeurs moins bonnes que le compactage avec une plaque fibro. En revanche, il n'y a pratiquement aucune différence dans le taux d'infiltration, que les surfaces aient été fortement ou faiblement compactées à l'aide d'une plaque fibro. De plus, nous avons installé 3 anneaux dans le laboratoire d'innovation afin que les visiteurs puissent tester eux-mêmes la capacité d'infiltration de 3 revêtements différents. La deuxième station est consacrée à l'humidité du sol. Des capteurs ont été installés par la ZHAW sur différentes surfaces d'essai ainsi que dans les espaces verts, les rondelles d'arbres et la toiture végétalisée du pavillon, afin de mesurer en continu l'humidité et la température du sol. Cela permet d'étudier la capacité des différents sols à absorber et à stocker l'eau. Ces résultats sont enregistrés en continu et publiés chaque mois sur notre site web. Afin de mieux interpréter les résultats, les valeurs mesurées sont présentées en combinaison avec les données pluviométriques. Comme les précipitations peuvent varier localement, nous avons décidé d'installer une station météorologique sur le toit du pavillon afin de pouvoir mesurer les données météorologiques locales. J'y reviendrai ultérieurement.
Les courbes d'humidité du sol permettent de mettre en évidence différentes réactions aux précipitations et à l'irrigation ciblée. Comme prévu, les fortes pluies ont entraîné une augmentation significative, mais généralement de courte durée, de l'humidité du sol. En outre, à plusieurs reprises, l'humidité du sol a augmenté de manière spectaculaire alors qu'il n'avait pas plu. Ces augmentations marquées sont dues à des mesures d'irrigation ciblées. Les réactions des différents sites diffèrent considérablement. Les rondelles d'arbres du peuplier et du saule affichent une augmentation rapide de l'humidité après l'irrigation, mais perdent de l'eau rapidement, ce qui est le signe d'une bonne capacité de drainage et d'une bonne évaporation de la végétation. La végétalisation des toitures présente dans l'ensemble des valeurs d'humidité très faibles car il s'agit de structures de substrat plates et fortement drainées. La station 3 concerne le taux d'évaporation des arbres. Le taux d'évaporation des deux arbres dans les rondelles d'arbres d'un peuplier et d'un saule est mesuré et enregistré à l'aide de mesures du flux de sève. Ces résultats sont également publiés chaque mois sur notre site Web. Les résultats des mesures d'évaporation sont présentés en combinaison avec les précipitations mesurées et la température de l'air. Les résultats des mesures montrent une nette diminution de la capacité d'évaporation pendant de longues périodes de sécheresse. Les deux arbres réduisent considérablement leur évaporation en cas de sécheresse. C'est un signe de stress subi par les arbres. Ce n'est qu'après de nouvelles précipitations importantes que le taux d'évaporation recommence lentement à augmenter. Ces observations montrent à quel point les arbres sont sensibles à la pénurie d'eau et à quelle vitesse leur comportement physiologique s'adapte aux changements de conditions environnementales. La quatrième station est consacrée au stockage de l'eau. Dans le laboratoire d'innovation, l'eau de pluie du pavillon est stockée dans une colonne située à un coin du bâtiment et utilisée pour arroser la ville éponge miniature qui se trouve également dans le laboratoire d'innovation. Le niveau d'eau de la colonne peut être consulté directement sur un écran. Cependant, ces données ne sont visibles que sur place et ne figurent pas sur notre site Web. Enfin, la cinquième station concerne les données environnementales. Comme déjà mentionné, les données météorologiques actuelles sont utilisées pour interpréter les données mesurées. À cette fin, une station météorologique a été installée sur le toit du pavillon afin de mesurer et d'enregistrer les données météorologiques locales actuelles, telles que la température, les précipitations ou l'humidité de l'air. Un lien vers les données mesurées actuelles de la station météorologique est disponible sur notre site Web. Le crédit Smart City obtenu est valable pour cette année. Cependant, nous souhaitons poursuivre les mesures l'année prochaine afin d'obtenir des résultats plus fiables et d'acquérir davantage d'expérience. En outre, nous sommes en train d'étudier la possibilité d'organiser des événements dans le laboratoire d'innovation et de mettre en place une offre pour les écoles qui pourront se pencher sur le sujet. Cependant, nous ne sommes qu'au début de ce projet et nous ne pouvons pas encore dire à quoi ressemblera concrètement cette offre. Lorsque nous serons prêts, vous trouverez certainement les informations sur notre site Web également. Nous aimerions également vous présenter notre catalogue de mesures Ville-Éponge. Nous l'avons élaboré en collaboration avec Hollinger AG. Ce catalogue fournit une compilation complète des informations de base sur le thème de la ville-éponge. Il donne un aperçu des clarifications préalables à la mise en œuvre des éléments de ville-éponge, montre quels éléments sont adaptés à quel domaine d'application et contient des fiches descriptives pour 20 éléments de mesure. Le catalogue de mesures se concentre sur les espaces publics tels que les routes, les parkings, les parcs ou les espaces verts. Il fournit également des informations sur les zones publiques et privées construites.
Le chapitre clarification préalable indique les clarifications qu'il convient de faire avant de mettre en œuvre des mesures relatives à la ville éponge. La clarification préalable des 3 facteurs de besoin, des 15 facteurs de faisabilité et des 9 facteurs d'aménagement sert à sélectionner les mesures admissibles et appropriées, adaptées aux conditions locales du projet en question. En outre, elle permet déjà de déduire des indications concernant la conception et le dimensionnement des mesures. Les sous-chapitres décrivent en détail les clarifications préalables nécessaires. Le chapitre consacré au domaine d'application indique quelles mesures de ville éponge sont adaptées à quel domaine d'application. Une distinction est faite entre 4 domaines d'application: espace routier, place publique, zone bâtie et quartier. Le domaine d'application quartier concerne la gestion des eaux pluviales sur plusieurs parcelles. Des exemples concrets d'application sont également présentés pour chaque domaine d'application. Le chapitre consacré aux éléments de mesure constitue le cœur du catalogue des mesures. Il contient 20 fiches descriptives sur différentes mesures de ville éponge. Ces fiches contiennent une brève description, un diagramme en réseau pour les domaines d'action, un tableau succinct avec d'autres critères ainsi qu'une représentation schématique de la structure. Et pour la plupart des éléments, il y a aussi des photos à titre d'exemple. Pour les éléments de mesure particulièrement recommandés par la ville de Winterthur, les fiches contiennent en outre des informations sur la conception et l'entretien, ainsi que des croquis. Le catalogue de mesures peut être obtenu sur demande auprès de nos services. Et maintenant, je cède la parole à Sophia. Oui, merci beaucoup, chère Raël. Comme déjà mentionné, je m'appelle Sophia Rittamer. Je suis chef de projet également sur le thème de la ville éponge à la ville de Winterthur. Je travaille depuis un peu plus d'1 an au département de drainage du service des ponts et chaussées. Nous avons actuellement un projet très intéressant en cours dans le cadre duquel nous transformons un rond-point en giratoire éponge. Comme vous pouvez le voir, le giratoire est situé ici dans une zone assez densément bâtie du quartier industriel de Winterthur. Il s'agit du rond-point le plus fréquenté de Winterthur, qui est également un point noir en matière d'accidents. En effet, il y a ici beaucoup de circulation automobile, des poids lourds, mais aussi des cyclistes et des piétons. Et il s'est avéré que ce giratoire était particulièrement dangereux pour les cyclistes. C'est pourquoi ce projet de construction visait à adapter la gestion du trafic. Dans ce contexte, nous avons remarqué que le rond-point était jusqu'à présent drainé par un système séparatif, ce qui n'est en fait plus autorisé. En raison de l'augmentation du trafic, la pollution a également fortement augmenté. Et il n'est donc plus autorisé de rejeter les eaux polluées dans le ruisseau urbain de Winterthur. La solution la plus simple aurait été de raccorder le giratoire au réseau d'eau usée et de diriger les eaux usées de la route vers l'ADER. Mais cela n'est plus d'actualité. Et si Winterthur veut réellement être une vraie ville éponge, nous avons pensé qu'il serait dommage d'opter pour cette solution. Ou comme Sacha Stucki l'a dit, nous pouvons soit procéder comme on l'aurait fait il y a 10 ans, soit procéder comme nous le ferons dans 10 ans. Et comme nous avons constaté qu'il y avait déjà quelques espaces verts dans le giratoire et qu'il existait d'autres îlots de circulation que nous pouvions transformer en espaces verts, nous avons pensé que notre vision était de nous rapprocher d'un bilan hydrique proche de la nature. Nous voulons également déconnecter le giratoire du réseau d'égouts et réguler la gestion des eaux pluviales par l'infiltration sur place, de sorte qu'il n'y ait pas de ruissellement de surface, même en cas de précipitations exceptionnelles. Pour cela, nous avons développé un concept à partir d'éléments décentralisés de la ville éponge qui
purifie l'eau lors de l'infiltration et qui offre également un espace de rétention supplémentaire dans les espaces verts, de sorte qu'en cas de forte pluie, l'eau puisse s'infiltrer plus lentement et s'évaporer grâce à la végétation existante. Avec tous les avantages que nous offre une ville éponge, comme le refroidissement de l'environnement et un cadre de vie plus vert et plus attrayant. Pour cela, nous avons recherché différents partenaires de projet. Nous nous sommes d'abord associés à la HES Suisse orientale. Ils sont en quelque sorte notre bureau d'études externes et ont élaboré le concept de drainage et la planification des plantations. Ils se chargeront également de la direction scientifique, du suivi et des analyses des substances tout au long du projet. Ensuite, l'AVEL, l'Office de l'air, de l'eau et des déchets, a également accepté de collaborer avec nous et se chargera des analyses chimiques dans son laboratoire. Puis, nous avons également obtenu le soutien de l'OFEV dans le cadre de la promotion des technologies environnementales. Donc, nous bénéficions désormais aussi d'un soutien financier pour ce projet. La procédure maintenant. La transformation devait être réalisée dans l'existant. Il n'était pas prévu que ce soit un grand projet de construction routière, mais plutôt des mesures d'entretien structurel. Nous avons donc examiné le profil altimétrique actuel de la route afin d'identifier dans quelle direction l'eau s'écoule. Puis nous avons délimité différentes zones d'infiltration et de raccordement et déterminé quelles zones vertes pouvaient absorber quelle quantité d'eau. Et ça, c'est finalement le plan que nous avons décidé de suivre. Nous avons différents éléments de mesure que nous installons dans et autour du giratoire. D'une part, nous allons installer des fosses d'arbres avec les substrats zurichois et aussi avec le substrat de Winterthur qui a été récemment testé et approuvé. Ensuite, nous allons construire des noues d'infiltration tout à fait classiques, principalement dans le rond-point et dans un autre espace vert au nord du rond-point, avec un filtre de sol tout à fait classique, composé de terre végétale et de sous-sol. Celui-ci servira de système de référence dans le cadre de nos efforts de recherche, simplement pour comparer les performances des systèmes plus modernes par rapport aux systèmes existants. De plus, nous construirons un bassin profond d'infiltration avec du substrat pour plantes vivaces et nous disposons également de deux caniveaux d'absorption différents, l'un de Funke et l'autre d'Aco. L'un sera installé à l'arrêt de bus et l'autre sur le côté d'un espace vert. L'eau sera alors acheminée sous terre vers l'espace vert et s'infiltrera directement à l'arrêt de bus. Là, nous sommes impatients de voir comment ces systèmes techniques se comportent par rapport au système bleu-vert. Outre l'amélioration du drainage du rond-point, nous avons donc 4 objectifs généraux pour ce projet. Le premier, c'est l'innovation. Il s'agit vraiment d'un projet phare en Suisse et en Europe. Nos partenaires de recherche ont déclaré qu'il n'existait jusqu'à présent pratiquement aucun laboratoire réel comparable où l'on puisse comparer ces systèmes techniques et les solutions bleues et vertes sur un même site. Et nous allons maintenant accompagner scientifiquement le projet pendant 18 mois et observer l'efficacité de la rétention des matières dans ces différents éléments d'infiltration dans des conditions réelles. Donc, non seulement en simulation en laboratoire, mais vraiment dans des conditions météorologiques réelles au fil des saisons, etc. Et nous observons également les performances hydrauliques de ces éléments de ville éponge. Enfin, nous souhaitons faire accompagner l'ensemble par un groupe de suivi afin de tirer du projet des conclusions pratiques pour la planification d'autres mesures de ville éponge et pour la construction et l'exploitation de celles-ci. Le tout sera donc surveillé de très près. Nous allons prélever des échantillons, aussi bien à l'afflux, où nous prélèverons des échantillons d'eau usée ou d'eau de ruissellement contaminée avant qu'elle ne s'infiltre, et aussi à plusieurs profondeurs afin de voir combien de polluants sont retenus par l'infiltration. Il est donc prévu de se rendre sur place après chaque épisode pluvieux
pour prélever ces échantillons. Ensuite, le tout sera évalué et un bilan sera dressé sur la rétention des substances ainsi qu'une estimation des risques pour les eaux souterraines. Nous voulons notamment nous intéresser en particulier aux métaux lourds, le zinc, le cuivre, les particules, l'ensemble des substances non dissoutes, les coulées et les micropolluants. Il s'agit de différents produits chimiques particulièrement présents dans l'abrasion des pneus. Malheureusement, on ne sait pas encore vraiment comment ils se comportent parce que certains d'entre eux ne sont pas encore commercialisés depuis très longtemps. Donc, c'est particulièrement intéressant. Nous souhaitons également accompagner l'ensemble du projet par la publication d'articles scientifiques afin de pouvoir utiliser ces données dans le milieu universitaire. Nous espérons ainsi obtenir un effet multiplicateur important pour les projets de ville-éponge dans d'autres zones urbaines. La question de la prévention d'incidents est également venue s'ajouter à nos préoccupations. Cette rue qui traverse le rond-point figure dans le registre des risques du canton. Cela signifie que nous avons une obligation de rapport et nous allons maintenant examiner comment développer des stratégies pour gérer le risque potentiel des systèmes d'infiltration modernes. Par exemple, il s'agit de savoir ce qui se passerait si un camion citerne avait un accident et que des carburants, des combustibles, des produits chimiques et diverses marchandises dangereuses s'écoulaient. Car si l'avenir nous réserve une infiltration croissante des eaux usées provenant des routes très fréquentées et fortement polluées, eh bien, cette situation deviendra alors plus fréquente et nous devrons nous poser la question de savoir comment gérer la prévention des incidents dans le contexte des systèmes d'infiltration modernes. Enfin, les conclusions doivent être intégrées dans des aides à la planification et des fiches techniques. Et pour bien mettre tout cela sur les rails, nous avons décidé de créer un groupe d'accompagnement composé de différents experts. Sylvia Opliger du VSA sera représentée ainsi que des personnes du canton. Nous nous réunirons ensuite régulièrement avec les chercheurs pour examiner les données et voir quelles recommandations d'action on peut en tirer. Vous aurez donc certainement de nos nouvelles dès que nous aurons les premiers résultats. Le début des travaux est pour l'instant prévu pour le 29 septembre. Et je me réjouis beaucoup que nous puissions réaliser ce projet phare à Winterthur et je suis impatiente de voir les résultats que nous allons en tirer. Voilà, c'est tout pour notre part. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un email à schwammstadt@win.ch et nous serons ravis de rester en contact. Merci de votre attention. Ja, vielen Dank für diesen Input. Sehr spannend. Zwei spannende Projekte. Merci beaucoup d'avoir partagé ce projet avec nous. C'est très intéressant. Le 29 septembre, donc vous êtes en plein dedans, je crois. Donc, merci d'avoir pris le temps quand même aujourd'hui de nous rejoindre dans le cadre de ce webinaire. Nous avons reçu un certain nombre de questions. Nora Marty, par exemple, qui avait déjà participé au premier projet Living Lab et qui travaille maintenant à la ville de Schaffhouse. Elle aimerait savoir, concernant la capacité d'infiltration, y a-t-il des différences entre les graviers peu perméables et les graviers fortement perméables? Alors, la végétation est encore très clairsemée sur toutes ces surfaces, donc dans tous ces revêtements. Ces surfaces ont souvent été dérangées, elles ont été empruntées par des véhicules et donc on n'a pas encore pu identifier des différences. Mais je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Stéphane. Non, justement, nous avons commencé à mettre en œuvre cela depuis cette année et donc nous avons opté pour une plantation plutôt basse et évidemment, comme tu l'as évoqué, l'utilisation de ces places de parc n'a pas encore permis pour nous d'évaluer l'influence sur la perméabilité. Deuxième question, pourquoi ces bassins d'infiltration profonde étaient exclus du monitorage?
Réponse, parce qu'au début, on avait un peu souci de ne pas disposer de suffisamment de moyens financiers. Maintenant, nous avons décidé de les inclure dans le monitorage et voilà, comme vous l'aurez constaté, cet enregistrement a été fait il y a quelque temps et donc nous avons maintenant décidé d'inclure aussi ces bassins d'infiltration profonds dans le monitorage. Très bien, ça permettra de bien les comparer dans 18 mois pour voir ce qu'il en résulte. Mike Solbring demande, c'est quoi exactement le substrat de Winterthur et y a-t-il déjà des planifications prévues et à quel moment l'effet de ce substrat diminuera? Est-ce que vous avez déjà là des expériences? Alors, le substrat de Winterthur, en fait, c'est un substrat particulier qui ne se distingue pas vraiment du substrat zurichois. C'est certains composants qui sont différents ou la quantité de certains composants qui sont différents, mais c'est aussi donc un substrat d'arbre. Ensuite, quant à la quantité, nous ne pouvons pas encore répondre à cette question. J'espère qu'au bout des 18 mois, nous allons avoir davantage de financement pour des études de longue durée parce que c'est effectivement une question que nous nous sommes posée, mais nous n'avons pas encore les résultats actuellement. Donc, le substrat de Winterthur n'a pas encore été testé dans le laboratoire quant à sa capacité de filtration sous certaines conditions. Si, dans le laboratoire, il y a des analyses, mais c'est comme le substrat zurichois qui n'est pas autorisé pour des eaux routières fortement polluées. Donc, c'est un projet pilote et nous ne sommes pas forcément obligés de respecter toutes les directives comme pour d'autres projets. Et si nous constatons que la rétention des polluants n'est pas aussi bonne que ce que nous souhaitons, eh bien, il faudra choisir une autre solution. Donc, nous allons voir dans les résultats, notamment ce qui se passe dans des conditions de laboratoire quant à la capacité de filtration maximale de ce substrat de Winterthur. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que les résultats ne sont pas encore définitifs de cet essai, mais les premiers résultats dont j'ai entendu parler sont plutôt prometteurs. Mais nous devons encore attendre les résultats définitifs concernant le substrat de Winterthur. Donc, il faut faire preuve de patience. Oui, tout à fait, mais ça se fera prochainement. C'est en cours. Et la comparaison entre substrat de Winterthur et substrat zurichois, elle a été faite probablement pour voir ce que l'on peut comparer. Oui. Et en fait, Winterthur ne voulait pas simplement reprendre le substrat zurichois parce qu'il est à 3 couches, alors que Winterthur, c'est à 1 couche. Donc, il ne voulait pas simplement reprendre le substrat zurichois. C'est pour cela que Winterthur a souhaité tester son propre substrat. Mais dans ce giratoire hors bulle, nous avons voulu utiliser les deux types de substrats pour justement évaluer les différences dans des conditions réelles. Oui, merci. Donc, ce sera intéressant pour la ville de Zurich aussi de voir cette comparaison entre les deux substrats. Parce que si la capacité, la performance est la même, en fait, le substrat de Winterthur serait plus simple parce qu'il est à une seule couche. Alexander Roulin demande, la phytorémédiation est-elle également prise en compte dans ce projet du giratoire hors bulle? Donc, stockage ou nettoyage, entre guillemets, de polluants
décomposition de polluants et quel est le rôle de cette tiny forest au milieu. Donc, est-ce que les plantes sont en mesure d'absorber le tout, de retenir des polluants? Est-ce que cet aspect est également évalué? Réponse, ce n'est pas prévu pour l'heure actuelle, mais c'est une question très intéressante que je vais transmettre à nos partenaires de recherche. Très bien, merci. On a reçu pas mal de questions. C'est un projet qui suscite de l'intérêt et donc il faut d'abord maintenant le réaliser, ce projet, et attendre les résultats précis avant et de procéder à l'évaluation et l'analyse. Merci en tout cas pour cette présentation et nous sommes curieux de découvrir les résultats dans une année. Maintenant, nous avons encore un dernier input. Nous présentons souvent des projets d'étudiants. Aujourd'hui, c'est Tobias Büchler qui nous présente son travail de bachelor, où il s'est évidemment aussi intéressé aux revêtements à Zurich. À Zurich aussi, on est impatient et on souhaite vraiment découvrir les résultats. Et pour ne pas devoir attendre le monitorage de Zurich, nous avons envoyé Tobias Büchler procéder à des mesures sur des revêtements existants. Nous avons déjà utilisé des revêtements perméables il y a des années et maintenant nous allons vouloir mesurer justement leur capacité d'infiltration ou leur performance d'infiltration. Bonjour à tous. Je suis très heureux que vous puissiez assister à ma présentation. Je suis Tobias Büchler. Jusqu'à récemment, j'ai été ingénieur en environnement à la ZAW de Wädenswil et désormais, je travaille chez Green Management à Zurich. Vous voyez le titre de mon travail. J'ai étudié la performance à long terme et la capacité d'infiltration des revêtements perméables. Vous vous souvenez de ce genre d'image qui souligne la pertinence de mon travail et cela montre aussi que nous vivons dans une époque très intéressante. Nous avons de gros défis qui nous attendent à l'avenir et donc les défis, la chaleur, des précipitations plus importantes, plus intenses, davantage de ruissellement de surface. Il y a déjà des bases très précieuses que j'ai d'ailleurs aussi utilisées pour mon travail de bachelor, notamment ces deux publications de l'OFEV qui m'ont beaucoup aidé dans l'élaboration des bases de mon travail de bachelor. Mais qu'est-ce qui m'intéressait vraiment? Comment ai-je procédé? Dans une première partie, j'ai effectué des recherches bibliographiques pour voir quelles étaient les évolutions dans ce domaine. Quelle est l'évolution d'un revêtement perméable sur une certaine durée? Ensuite, avec ces premiers résultats, j'ai effectué moi-même des mesures. Je les ai documentés et j'ai analysé les résultats de ma documentation et j'ai essayé d'en tirer des recommandations. Voici ma démarche. J'ai examiné 4 types de revêtements. Je vous les présenterai encore plus en détail. Vous pouvez déjà retenir les codes que j'ai utilisés, A, ANB, B et C. On peut distinguer 3 types de revêtements différents, enfin 3 classes d'âge avec le code 1, 2, 3. 1, c'est pour les revêtements âgés de 1 à 5 ans, 2 pour ceux âgés de 6 à 12 et 3 pour ceux âgés de 13 à 25 ans. Et j'ai effectué les mesures de la même manière que sur le parking triangulaire à Oerlikon. Donc, j'ai utilisé la méthode du test rapide SLG. J'ai cependant effectué 5 mesures par surface et j'ai fait 3 répétitions. Donc, 5 mesures, ce sont 2 mesures de plus que le projet
parking triangulaire parce que nous avons constaté déjà dans le projet parking triangulaire qu'il y avait beaucoup de dispersion. J'ai donc procédé à une analyse quantitative, donc avec mes données, et puis j'ai également documenté les surfaces. J'ai pris des photos, j'ai analysé les conditions environnementales, quelle est la différence par rapport à d'autres surfaces. Et ensuite, j'ai donc pu procéder aussi à une analyse qualitative. Maintenant, les types de revêtements. Donc, j'avais mes 4 types de revêtements. Il y avait, par exemple, un pavage en béton avec des joints élargis. Et là, il y avait toujours un type carrossable et non carrossable. Donc, ça donne en fait 2 types de revêtements. J'ai donc utilisé les codes A et ANB. Donc, A, c'est carrossable et ANB, c'est non carrossable. Les sites concernés ici étaient Kilchberg et Adliswil. Puis, j'ai également examiné des pavés en béton à port ouvert. Ceux-ci n'étaient pas carrossables. Les sites étaient Affoltern am Albis, Dietlikon et Zurich. Et donc, ça, c'est le code B. Et puis, pour terminer, j'ai aussi examiné les revêtements végétalisés ici sous forme de grilles gazon qui étaient tous carrossables et les sites se trouvaient tous à Adliswil. Ça, c'est le code C. Quant à la procédure exacte, je vais vous faire grâce des détails. En fait, j'ai découpé des tubes d'une profondeur de 30 cm. Je les ai positionnés. J'ai procédé à l'étanchement avec une pâte d'argile, à la présaturation et puis dans une autre étape, j'ai procédé à la mesure. Donc, j'ai défini une quantité d'eau, je l'ai laissé s'infiltrer et ensuite j'ai procédé à ma mesure sur place. Et puis, j'ai rajouté le même volume d'eau et j'ai reprocédé à une mesure pour voir combien de temps il fallait pour que l'eau s'infiltre. On voit ici mes résultats. Donc, ce sont les résultats de mes propres mesures. On voit ici, sur l'axe X, nous avons d'une part les classes d'âge, c'est-à-dire 1, 2, 3, et les types de revêtements A, ANB, B et C. Vous voyez la légende à gauche. Sur l'axe Y, nous voyons le taux d'infiltration en millimètres par seconde et on voit aussi la hauteur des barres ici dans ce diagramme. On voit aussi la dispersion. Et puis, la ligne rouge en pointillé qui indique c'est 0,03 mm par seconde. Ça, c'est la performance d'infiltration minimale que les revêtements doivent atteindre. Et maintenant, si on regarde l'évolution pour le groupe A, et c'est assez intéressant, il semble que entre la classe d'âge 1 et 2, il y a une forte augmentation de la capacité d'infiltration, ce qui semble un petit peu bizarre. Et on voit la même chose pour le groupe C. Et d'ailleurs, le problème, c'était peut-être parce que j'avais un échantillon trop petit et on le voit aussi dans la littérature et ça semble logique, le taux d'infiltration diminue avec la durée. Il peut y avoir une colmation, ce qui n'est pas favorable à la capacité d'infiltration, évidemment. Et puis, j'aimerais revenir sur le groupe C, la grille gazon C3, qui présente toujours un taux d'infiltration relativement élevé. Et ce revêtement a déjà 25 ans.
Et ici, sur ce graphique, on voit une comparaison entre mes données pour la classe d'âge 1, donc jusqu'à 5 ans, revêtements qui ont jusqu'à 5 ans. Et on voit donc une comparaison avec les données du parking triangulaire. On le voit donc en haut à gauche, comparaison, et puis moins de 30% de l'écart type relatif. J'ai procédé à cela parce que il y avait vraiment des dispersions parfois très élevées. Donc, moi, dans mes mesures, parfois, j'avais 100% de dispersion relative. Si nous regardons maintenant ici le diagramme, nous voyons que les données sont triées. On voit les capacités d'infiltration les plus élevées et les moins élevées. Et nous voyons, pour mes mesures, le groupe A, A1, NB et B1 sortent vraiment du lot ici comparé aux autres données. Il se pourrait que ces revêtements, en fait, ne sont pas carrossables parce que ANB, c'est-à-dire non carrossables, et B, les pavés en béton à port ouvert, n'étaient pas carrossables non plus. Donc, ça pourrait être une influence que le fait d'emprunter, d'utiliser ces surfaces peut avoir une influence sur la capacité d'infiltration. Mais autrement, on voit aussi ici 2023, donc ce sont les mesures faites il y a 2 ans. Et là aussi, on voit que ces catégories sont plutôt au début et 2024, c'est plutôt à la fin. Et si on prend le groupe A, c'est-à-dire A1, ma mesure se situe presque à la fin. Il s'agit là d'un revêtement qui a 4 ans, mais qui est déjà très bas, légèrement supérieur au minimum légal. Donc, je reviendrai ultérieurement sur cela. Et pour le groupe C aussi, pour les grilles gazon, là aussi, on voit l'évolution. J'ai constaté dans mes analyses que la plupart des revêtements satisfont aux exigences d'une capacité d'infiltration minimale de 0,03 mm par seconde. D'une manière générale, j'ai pu observer une diminution de la capacité d'infiltration. Et j'ai trouvé des informations dans la littérature. Il y a en fait une diminution d'environ 80 à 90% de la situation de départ. Et c'est intéressant. On dirait que les revêtements pour la construction doivent être dimensionnés de sorte à toujours respecter le minimum légal malgré cette diminution de 80 à 90% pour garantir une bonne capacité d'infiltration. Dans mes mesures, comme je l'ai déjà dit, j'ai observé une très grande dispersion et j'aimerais maintenant en venir à un autre point, le maintien de la capacité d'infiltration pour les revêtements végétalisés. Je reviens donc sur mes grilles gazon que j'ai ressorties ici dans mes mesures.
En fait, j'ai constaté que sur la durée, ces revêtements végétalisés conservent une meilleure capacité d'infiltration, pour autant qu'ils soient vraiment végétalisés. En fait, on part du principe que les racines des plantes créent tout le temps de nouveaux pores et qui peuvent ainsi remédier à la colmation, qui peuvent contrer cette colmation, ce qui n'est pas le cas des joints de substrats minéraux. Donc là, il y a davantage de colmatage et d'envasement. Donc, les revêtements végétalisés doivent être végétalisés et le rester aussi, parce que parfois j'ai observé la situation suivante. À certains endroits où la végétation manquait, eh bien, il n'y avait pratiquement plus aucune infiltration possible. C'est peut-être aussi parce que il y a eu des activités de construction à certains endroits et du coup, il y a eu encore plus de substances fines ou que les pores de ce sol étaient vraiment fermés à ces endroits-là. Donc ça reste à discuter. Ce revêtement ici, je reviens rapidement en arrière, c'est le A1, tout à gauche. C'est un revêtement qui a 4 ans. Et on voit déjà ici une bonne couche de colmation de 6 à 7 mm. Et donc, l'infiltration était pratiquement impossible. C'était en fait un parking d'un lotissement et j'ai essayé de comprendre pourquoi ce phénomène se produisait. Je me suis dit peut-être que, comme sur ce site, il y a une prairie fleurie qui entoure en fait la zone, et il est possible que lors de la tonte de la prairie fleurie, les déchets verts soient tirés sur le parking ou ne soient pas ramassés correctement et il reste des déchets de coupe qui peuvent alors s'infiltrer dans les joints. Mais ça voudrait dire qu'il s'agirait là alors d'un phénomène très local, alors qu'en réalité, il était plutôt diffus parce que je me suis promenée sur ce parking et donc cette couche de colmatage était vraiment partout présente, bien représentée sur toute la surface. Et donc, j'ai continué de réfléchir et je me suis dit peut-être c'est aussi le pollen des prairies fleuries qui s'accumule sur le parking et qui s'accumule dans les joints. Donc, je n'ai pas vraiment trouvé réponse à mon problème, ce sont simplement des suppositions. Puis ici, ce sont donc les pavés en béton à port ouvert. Et on voit ici que la surface, elle a l'air un petit peu effritée. Et c'est probablement, enfin, on voit que ici les pavés commencent à s'affaisser. C'est probablement parce que le sel de déneigement a été utilisé. Or, le fabricant, sur son site web, indique que ces revêtements, ces pavés en béton à port ouvert ne sont pas compatibles avec le sel de déneigement. Et ici, on voit le résultat justement de l'utilisation du sel. En fin de compte, je ne pense pas que cela ait vraiment eu une influence négative sur la capacité d'infiltration. La capacité d'infiltration était plutôt bonne, mais ce qui est problématique, c'est que le matériau n'est pas suffisamment résistant, n'est pas suffisamment stable.
Et en même temps, pour les pavés en béton à port ouvert qui sont fréquentés, qui sont utilisés, ont une moins bonne capacité d'infiltration. Or, si les surfaces ne sont pas vraiment fréquentées, il y a de la végétation, de la mousse ou des algues qui peuvent se former et ainsi cela conduit à une diminution de la capacité d'infiltration. Quelles sont donc maintenant mes recommandations? Comme je l'ai dit, là où c'est possible, je recommanderais d'utiliser des revêtements végétalisés. Ils ont des avantages considérables si l'on prend en compte aussi le refroidissement. Et c'est aussi le seul type de revêtement qui résiste à la colmation sur une certaine durée, qui est donc plus stable comparé à d'autres revêtements. Donc, une bonne stabilité en vue de la capacité d'infiltration. Ensuite, il faut aussi prendre en compte l'accessibilité. Selon la directive SIA 500, les pavages avec une largeur de joint maximale de 10 mm sont considérés comme accessibles, mais personnellement, je ne connais aucun revêtement végétalisé qui aurait des joints aussi étroits pour rester donc accessible. Et donc, je pense qu'il faut davantage de développement, il faut trouver un certain compromis qui réunit tous ces aspects, c'est-à-dire l'accessibilité, la capacité d'infiltration dans le temps, ainsi qu'un certain effet rafraîchissant. Donc, on peut peut-être aussi combiner différents types de revêtements, végétalisés ou non. Donc, ce sont de nouvelles solutions qu'il nous faut. Il nous faut aussi poser des questions quant au substrat. Il n'existe pas encore de substrat standard. Donc, il faut davantage de recherche pour identifier les substrats les plus appropriés à l'utilisation dans des revêtements perméables. Donc, pour les substrats, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut aussi s'intéresser aux matériaux de joint. Il existe peut-être aussi des solutions pour les joints qui peuvent mieux gérer le problème de colmation. Et il en va de même pour la végétation. À ma connaissance, il n'existe pas beaucoup d'études sur les compositions des végétations pour les revêtements végétalisés. On peut considérer différents aspects. Il faut les prendre en compte. Ensuite, il y a la multifonctionnalité, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Nous voulons aujourd'hui réunir une panoplie d'aspects et il est donc parfois difficile de trouver la solution extraordinaire, parfaite, qui convient à tout le monde. Donc, un revêtement qui remplit toutes ces exigences. Mais je pense qu'il est possible de combiner différents aspects. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte la protection des eaux. Parce que l'eau sur les routes est fortement polluée et il y a de nombreux polluants que nous ne voulons pas retrouver dans nos eaux. Et donc, si nous voulons infiltrer davantage d'eau avec des revêtements perméables, eh bien, il faut aussi se poser des questions de la pollution des eaux. Si on veut peut-être une couche minérale et puis une couche organique pour les revêtements végétalisés, il faut aussi obtenir une capacité d'infiltration suffisante.
Voilà, pour conclure, dans le cadre de mon travail de bachelor, j'ai également créé un podcast. Vous pouvez scanner le code QR. Le podcast est actuellement publié sur SoundCloud. Il sera peut-être bientôt également disponible sur le podcast de la ZAV. Et vous pourrez donc suivre mon podcast en lien avec la ville éponge. Voilà, j'en arrive au terme de ma présentation. Merci de votre attention et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci. Ja, vielen Dank, Tobias, für deine Präsentation. Jetzt hast du quasi Merci, nochmals Tobias, pour eine cette présentation. Bachelor-Präsentation mit En verteidigt. gros, tu as Und die erste redéfendu ton travail de bachelor. die erste Frage ist von Daniel Hollenberger. Première question de Fragt, woher Daniel stammt das Hollenberger. gesetzliche Minimum von Quel est ce minimum légal de 0,03 mm par seconde, respectivement 1,8 litres par minute et mètre carré? Alors, c'est une valeur légale qui se compose de mesures. En fait, on peut aller chercher les informations pour les différentes régions. En Suisse, c'est dans la norme suisse concernant l'évacuation des eaux et l'infiltration de l'eau. Il y a une nouvelle version de 2024. Et ça, c'est donc pour tous les revêtements perméables qui existent depuis une certaine durée. Oui, en fait, je m'attendais à une autre valeur. Mais selon le graphique que j'ai montré, pour le parking triangulaire, par exemple, je crois qu'on utilise une valeur de 0,06 mm par seconde. C'est en fait parce qu'il y a des revêtements encore plus jeunes qui devraient être encore plus perméables. Et pour les revêtements un peu plus âgés que j'ai analysés, eh bien, on doit appliquer ce minimum légal de 0,03. Et dans le cadre de tes analyses, Nadine Brunner aimerait savoir quelles sont les expériences avec l'assèchement de surfaces végétalisées en été. Est-ce que tu as là eu des résultats? Alors, je ne me suis pas concentrée sur cela dans le cadre de mon travail. Bon, d'ailleurs, j'ai procédé à mes mesures au mois de mars, au mois d'avril, donc il n'y avait pas encore d'assèchement des revêtements végétalisés. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question, malheureusement. Merci. Alors, c'est peut-être moi qui vais vous parler de notre expérience. Nous avons constaté, enfin, c'est pas vraiment surprenant, les substrats avec de l'humus peuvent mieux stocker l'eau que les substrats minéraux. Concernant les différents types de plantations, nous avons constaté que des herbacées s'achètent plus rapidement alors que les herbes sont plus résistantes. Mais ensuite, il faut aussi demander comment planter les graminées si on a des substrats minéraux. Déjà, lors de la plantation initiale, il y a une certaine quantité de terre que la plante peut utiliser pour le stockage de l'eau dans les racines et le développement des racines. Et l'humus s'ajoute ensuite automatiquement. Mais l'assèchement de ces revêtements se fait assez rapidement, comme pour une pelouse normale que vous avez devant chez vous. L'eau s'évapore rapidement et on n'a plus cet effet de refroidissement par l'évapotranspiration des plantes ou du sol. Et donc, cet assèchement peut être très rapide.
Si on mise donc sur le refroidissement, il faut plutôt choisir d'autres couleurs et les revêtements perméables visent plutôt à une bonne gestion des eaux de pluie ou pour irriguer les arbres, par exemple. Mais ça, c'est notre expérience que nous avons également faite à Berne, par exemple, où nous avons fait des mesures. J'espère avoir répondu à cette question. Très bien, merci d'avoir participé à ce webinaire. Le prochain webinaire, retenez la date, le 11 du 11, début du carnaval. Pas besoin d'être déguisé, mais les thèmes seront intéressants. Donc le 11 novembre. Et évidemment, nous nous réjouissons déjà de vous accueillir lors de ce webinaire. Retour d'expérience de Lucerne, donc. Il y a actuellement des travaux dans la Wallstraße. Et donc, la ville de Lucerne va nous faire un retour d'expérience. Voilà, malheureusement, le son a été coupé, mais il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.